Bonjour, nous sommes 7 jeunes de l'association Ricochet, âgés entre 13 et 17 ans et appartenant au groupe Engage-toi. Nous allons vous montrer le résultat d'une semaine d'interviews avec des personnalités du Bouscat qui œuvrent pour l'éco-citoyenneté au sein de la ville. À travers ce projet éco-citoyen et journalistique, nous voulions mettre en lumière toutes les actions qui sont faites pour rendre la ville du Bouscat plus agréable à vivre. Nous nous retrouvons donc avec Yves Garcia, président des Ruchers des Petits Bois, qui nous présente son association et le travail qui y est fait. Je suis Yves Garcia, président de l'association Les Ruches du Petit Bois. Je suis président de l'association, c'est la meilleure place, il paraît. Voilà, donc nous avons ce trésorier, secrétaire bien sûr, mais il y a beaucoup de bénévoles qui assurent la gestion du rucher, parce que ça peut se faire tout seul, mais bon, c'est quand même du travail. Nous avons 2 ruchers au Bouscat, au parc de l'Ermitage et au bois du Bouscat. L'association a été créée il y a 5 ans. La mairie du Bouscat avait formé des citoyens du Bouscat par 2 apiculteurs. Et après 3 ans de formation, il a été décidé de créer l'association Les Ruches du Petit Bois, qui regroupe une vingtaine d'adhérents. Nous nous occupons bien sûr des ruches qui sont installées sur les 2 sites. Nous assurons des ateliers pédagogiques pour les enfants des classes de primaire des écoles du Bouscat. Nous tenons un stand à la fête des jardins qui assure la vente du miel, bien sûr, de la production de nos abeilles et qui fait la promotion de la biodiversité en général, pas que sur le Bouscat, bien sûr. Nous sommes une vingtaine d'adhérents régulièrement depuis les 5 ans, une vingtaine d'adhérents qui participent régulièrement aux ateliers qui sont sur les 2 sites. Alors l'installation des ruchers dans le centre-ville, bon, c'est surtout pour montrer aux usagers des parcs, aux citoyens des communes, qu'il existe quand même, que ces petites bêtes existent. Chaque fois qu'ils se promènent devant ce rucher, ils voient quand même les abeilles travailler. C'est un genre de vitrine, je veux dire, voilà. C'est-à-dire, ça fait partie de la biodiversité. Tous les jours, quand même, c'est une piqûre de rappel pour ça. C'est la nature en ville. Voilà. La nature en ville, c'est ça. L'apiculture, c'est de l'agriculture. Il faut quand même, c'est quand même du travail. Qu'est-ce qui menace les abeilles? Il y a beaucoup de choses menacer les abeilles. D'abord, en ville, il y a le frelon, bien sûr, le frelon asiatique qui aime bien être en ville. Il va se nourrir des détritus, il va aller boire, puisqu'en ville il y a beaucoup d'eau, il y a les bassins. Et il va se nourrir surtout de nos abeilles, de nos abeilles, parce qu'à la saison, c'est une source de protéines pour lui. Le frelon asiatique, on ne le détecte que dans les arbres en hiver, quand les feuilles sont tombées. On piège beaucoup. On en capture beaucoup, on en tue, on protège les abeilles avec des muselières devant les ruches. Il y a ça qui les tue en premier. Il y a le varroa qui est un parasite qui se met sur les abeilles et qui le tue aussi, qui pompe la lymphe. On a le réchauffement climatique ici, qui influe beaucoup sur la vie des sociétés d'abeilles. Et on a les pesticides en ville, il n'y en a pas. Nous, on a la chance de ne pas avoir de pesticides dans la ville du Bouscat. Donc on n'est pas gêné pour ça. Mais les apiculteurs qui sont à la campagne souffrent beaucoup de l'usage des pesticides. On ne va pas citer de marque. Mais ça, les apiculteurs se battent pour que ça n'existe plus, tout ça, pour que ce soit abandonné. C'est pas facile pour les apiculteurs, mais on y viendra peut-être un jour. Voilà. On est surtout heureux de pouvoir transmettre à toutes les personnes qui sont intéressées, à toutes les personnes qu'on rencontre, les associations qui viennent nous voir. Et voilà, c'est surtout, nous, c'est la transmission surtout. Voilà. On apprend l'apiculture, bien sûr, mais notre but premier, c'est la transmission à toutes les personnes qui viennent nous voir. Un message à faire passer, faites passer le mot, si on peut dire. Il faut essayer d'être respectueux de la nature. Voilà. On en fait partie et les gens souvent ils ont tendance à croire qu'on n'en fait pas partie, qu'il y a la nature et nous à côté, mais non, on en fait partie et tout ce qui fait mal à la nature, aux abeilles, aux insectes, à tout ce qui nous entoure nous fait mal à nous. Hein, quand même. Voilà, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ça. Pour aider les abeilles, quels gestes adopter? Les gestes simples.
D'abord dans les jardins, éviter tout ce qui est produits chimiques, pesticides, planter des graines mellifères, planter des arbres mellifères. Voilà, c'est ça à notre niveau, et surtout transmettre quand vous avez des convictions, vous les jeunes, transmettre vos convictions, essayer de faire bouger, d'influencer quand même ça quand même, en parler. La nouvelle génération, c'est vous qui allez pouvoir faire pencher la balance du bon côté pour ça. Hein. C'est à vous de faire le travail maintenant. Nous, on ne l'a pas très bien fait. Au début, on est d'une génération où on a beaucoup consommé sans trop faire attention. Mais là, il faut essayer de réparer un peu les dégâts, les bêtises qu'on a fait. on a des financements communaux qui nous ont permis quand même de bien démarrer. Bon, ils diminuent d'année en année parce que bon, on arrive à vendre notre miel, la production de miel. Ça fait vivre l'association. Bon, on développe l'association. On ne peut pas être très nombreux dans l'association apicole parce qu'on a des ateliers, on est autour des ruches et on peut pas déranger les abeilles tout le temps. Quand on se retrouve à 7 ou 8 autour des ruches, on arrive à diviser à faire 2 groupes, mais on ne peut pas être 15 ou 20 en même temps autour des ruches. C'est compliqué, les abeilles ça les énerve et ensuite il faut quand même que tout le monde puisse participer. Donc souvent une vingtaine c'est suffisant. On ne cherche pas à être trop nombreux dans l'association, c'est trop compliqué. Le parc de l'Ermitage est beaucoup plus favorable parce qu'il est quand même il est bien centré, il est bien au centre du Bouscat. Il y a beaucoup de jardins qui sont fleuris. Bien sûr, le parc est très fleuri aussi. On a beaucoup de tilleuls à la saison. Donc le parc de l'Ermitage en capacité, en ressources, est beaucoup plus important que le bois du Bouscat. Au bois du Bouscat, il y a de la ressource aussi, mais il y a quand même beaucoup. Il y a les terrains de l'hippodrome, les galops de chevaux les dérangent un petit peu. Il est beaucoup plus venteux. Donc voilà, mais il y a quand même moins de ressources là-bas qu'ici. C'est pour ça. Donc il y a quand même d'autres endroits sur le Bouscat, il y a aussi beaucoup de ressources. Si on va du côté de Ravesy, il y a déjà quelques ruches là-bas, mais c'est quand même. Mais l'Ermitage est quand même supérieur en ressources. C'est ça. Quand on faisait la fête des jardins au tout début, les gens venaient pour acheter du miel surtout. On n'avait pas de miel, pas grand-chose, ce qui fait qu'après ils repartaient de suite sans écouter les explications qu'on aurait pu fournir. Là, depuis 3 ans, les gens rentrent, on vend du miel bien sûr, mais les gens sont quand même beaucoup plus sensibilisés. On a quand même des familles qui arrivent, beaucoup, avec des petits-enfants, tout ça, et on voit quand même que les gens ont pris conscience de tout ça quand même. Il y a quand même une conscience écologique qui monte quand même. Certains apiculteurs, eux, c'est leur gagne-pain, ils enlèvent tout. Ils leur enlèvent toutes les réserves qui sont en haut et quand il y a famine, eh ben, ils mettent du sirop industriel. Mais bon, une abeille qui nourrit l'été avec du sirop industriel, il n'y a pas les mêmes qualités, de nourrissement que du miel, hein, évidemment. Ah, il faut faire attention. Il ne faut pas être trop gourmand. Il y en a qui sont vraiment très gourmands et bon, après les abeilles ont des soucis. Voilà, elles meurent de faim. Hein. Ici, si on ne nourrit pas avec du produit industriel, eh ben, elles crèvent de faim. On n'a pas de stock en France. Tous les produits, on vend 20%. Enfin, je veux dire, la vente de miel en France, ce qui est produit en France, c'est 20% de la vente. 80% du miel est importé. D'accord. Alors, quand c'est importé de certains pays, ça va bien. Quand c'est contrôlé, quand ça arrive des pays asiatiques, eh ben, et des fois, Chine, c'est pas terrible. Hein. Ils font du faux miel. Après, il y a des pays qui font du faux miel, qui font du miel bio, mais qui n'est pas bio. Voilà. Donc, quand on achète du miel, il faut bien faire attention à qui on l'achète. C'est la mafia. Jean-Claude Jalabert, président de l'association L'Amicale des Philippevillois, nous présente aujourd'hui le projet de jardin partagé dans un quartier du Bouscat. Le jardin partagé, ça commence par des demandes administratives, n'est-ce pas? Donc l'autorisation d'occuper le sol, j'allais dire de la mairie du Bouscat. Donc ça passe par effectivement la métropole, mais au départ de tout ça, c'est quand même l'idée d'un quartier, Nicolas, du quartier, qui a fait que ça a généré naturellement un groupe qui en même temps, après j'ai fait venir l'élu en question du développement durable
durable sur la place. Ils ont échangé et c'est comme ça que le projet est né et qu'ensuite s'est enchaîné toutes les demandes administratives. Alors aujourd'hui, la demande administrative, elles ne sont pas encore terminées puisqu'on attend pour poser les composteurs sur la parcelle par Bordeaux Métropole. La convention que effectivement doit signer, j'allais dire, l'association qui est créée avec la mairie du Bouscat. Donc ça c'est important. Et puis ensuite, bien sûr, c'est de savoir, et ça c'est encore, j'allais dire, en gestation, quel va être effectivement ce qu'on va y mettre dans cette jardin partagé. Alors je vous ai parlé de plantes ornementales, mais il y aura aussi d'autres choses. J'ai parlé aussi des légumes, j'allais dire, oubliés, tout un tas de choses comme ça. Rien n'est arrêté. Donc on est là sur l'organisation pour l'instant de la parcelle, avec une arrivée d'eau, avec une clôture, avec un portillon, avec effectivement des bancs à l'extérieur pour que les gens s'assoient, etc. etc. Je crois que tout ce genre d'initiatives font que, très justement, c'est un retour vers la nature. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tellement malmené la planète qu'il y a une prise de conscience. C'est important, effectivement, j'allais dire, de laisser, moi j'ai des petites filles, de laisser, j'allais dire, un environnement où on peut vivre. C'est important, effectivement, et c'est une petite, j'allais dire, on dit souvent la petite goutte d'eau qui fait les grandes rivières, un petit jardin partagé, mais oui, pourquoi pas, et même s'il y en a qui ne participent pas, en y passant quand même devant, ils vont quand même le voir, et ça peut quand même, j'allais dire, changer le comportement, aussi bête que ça. C'est effectivement un retour à la nature, et n'oublions pas la nature, parce que de toute façon, la nature, ça sera toujours elle qui sera gagnante. On pensait faire l'inauguration avec la fête des voisins le 5 septembre. Malheureusement, la personne, parce qu'en même temps est prévue, j'allais dire, par le monsieur de Bordeaux Métropole, j'allais dire, une information, et donc il y aurait eu plusieurs habitants de réunis pour leur dire comment on gère un jardin partagé. Voilà. Donc je suppose que octobre-novembre, j'espère qu'en octobre ça sera, voilà, je pense. Mais c'est pas affirmatif, c'est avec des points d'interrogation. Marie Clion, au service de communication de la mairie du Bouscat, qui nous présente la ligne verte et toutes les démarches éco-citoyennes qui en émanent. Bonjour, alors je suis Marie Clion, je suis chargée de communication à la mairie du Bouscat. Donc aujourd'hui on parle de la ligne verte, donc cette ligne qui relie donc la place Ravesy au futur pôle multimodal de Sainte-Germaine et tout le sens que cette ligne a pour les Bouscatais et aussi le sens qu'elle a dans son usage à la fois de déplacement alternatif, mais aussi avec tous les enjeux de préservation de biodiversité. Donc la ligne verte, en fait, c'est une ligne qui fait un peu plus de 3 km, qui relie en fait la place Ravesy au futur pôle multimodal situé dans le quartier Sainte-Germaine. Alors on l'appelle la ligne verte d'abord parce qu'elle emprunte en fait le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer, et verte parce qu'en fait elle est un corridor vert avec des enjeux liés à la préservation de la biodiversité. Elle est un lieu aussi de respiration, de déplacement doux. Donc voilà, on a combiné le mot historique de ligne avec son côté, on va dire, ancré dans les enjeux de développement durable. Alors, la ligne verte, elle va être aménagée sans vraiment être trop aménagée. C'est-à-dire que les aménagements vont vraiment s'inscrire dans une intégration paysagère. Voilà, le revêtement, comme vous avez pu le constater, est assez, on va dire, basique. Il y aura des aménagements avec des modules pédagogiques, des modules aussi qui vont permettre de faire un petit peu de sport,
mais en restant vraiment dans son jus et pour garder aussi l'esprit et l'histoire en fait de cette ancienne voie de chemin de fer. Ça, c'est un autre objectif de cette ligne, c'est vraiment de créer du lien. Elle a une vocation d'ouverture en fait depuis le côté ouest, on va dire, de la ville vers Bordeaux, et elle irrigue en fait par des ouvertures, par des chemins. Elle irrigue les connexions entre les quartiers, que ce soit côté Bruges, côté Bouscat ou même entre certains quartiers du Bouscat. Elle permet justement, elle est une vraie passerelle. La ligne verte, elle est accessible à tout le monde, elle est ouverte, c'est pas du tout une voie fermée, elle est ouverte à tout le monde. On peut y circuler à pied, en vélo. Elle est interdite aux véhicules motorisés. Voilà. Après, on peut y faire du sport, on peut s'y promener, on peut faire l'intégralité du parcours ou si on veut qu'un petit tronçon du parcours. À terme, il y aura des installations qui permettront de s'y asseoir, il y aura des bancs. Donc après, voilà, elle répond à n'importe quel, je dirais, usage. Ça peut être, on peut le prendre comme un bois, comme un parc, mais on peut le prendre tout simplement comme une piste cyclable parce que j'arrive en tram depuis Ravzy et je vais travailler côté Bruges, voilà. Cette ligne verte, elle symbolise vraiment et elle matérialise vraiment ce que seront un petit peu les aménagements urbains de demain. C'est-à-dire que ce sont des aménagements qui privilégient les déplacements doux, qui aussi privilégient le maintien de la biodiversité en ville, la nature en ville, c'est important. Ces espaces de respiration sont essentiels à la fois aux habitants, mais aussi à la nature. Et je crois que vraiment, demain, ce sont des aménagements qui sont vraiment importants à privilégier dans les cœurs de ville. On voit bien qu'ici, on entend les chiens aboyer, le coq chanter, et pourtant on est en plein milieu de la métropole bordelaise. Et ça, je crois que c'est comme message à faire passer en termes d'éco-citoyenneté, c'est vraiment de préserver cette part de nature en ville. Au préalable des travaux d'aménagement de la ligne verte, il y a eu un inventaire faunistique et floristique des abords de cette ancienne voie ferrée. Il était important de répertorier toutes les espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, les insectes. Et à partir de ce diagnostic et de cet inventaire, c'est ce qui a aussi encouragé et ce qui a conforté, on va dire, les communes et la métropole de préserver ce côté un petit peu sauvage pour pouvoir justement laisser vivre cette faune et cette flore. Je vais vous raconter une anecdote. Ok ? D'accord. L'année dernière, la ligne verte a été le lieu d'accueil d'un événement dans le cadre de l'été métropolitain. L'événement s'appelait Curieuse. En fait, il s'agissait d'un banquet XXL tout en longueur. Pour pouvoir participer, il fallait s'y inscrire. Mais avec le partenariat qu'on avait engagé avec l'opérateur de Curieuse, on avait aussi permis à des familles du quartier de participer à ce banquet. Et quand en fait on installait le banquet, on était en train de préparer, etc. Un petit peu plus loin, là, on a vu passer une biche avec 2 fans, qui étaient au milieu de la ligne verte. C'était absolument improbable parce qu'on était juste à côté en train de préparer ce banquet, cet événement. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez symbolique en fait de ce qu'était la ligne verte. Et du coup, on est bien au cœur d'un projet qui combine bien la nature en ville et l'aménagement urbain. Voilà, alors cette biche avec ses 2 fonds, elle était juste là et c'était
c'était incroyable. Voilà. Enfin, voici Maël Fétou, élu à la mairie 8e adjoint en charge de la cohésion et de l'innovation sociale, qui nous présente une écostructure en construction. Je suis ravi de vous accueillir devant l'écostructure, la future écostructure. Je suis Maël Fétou, adjoint en charge de la cohésion sociale et de l'innovation, de la famille et du logement. Donc voilà, ça réunit un peu la cohésion sociale avec Ricochet, la famille, la crèche qui va intégrer cette écostructure. Et nous sommes en plein travaux, désolé pour le bruit, j'espère qu'on pourra un peu le couper au montage. Mais voilà, il s'agit d'une écostructure au sein du parc d'Anstadt qui va accueillir une crèche, un multi-accueil, une agence postale et aussi l'association Ricochet. On a déjà une crèche qui est présente sur la Providence, qui est en lien avec le centre social, l'association Ricochet. Et on s'est dit qu'il y avait une opportunité sur ce terrain-là et qu'on voulait surtout avoir une démarche environnementale et proposer aussi plus de place, plus d'accueil, une meilleure efficacité, voilà, une interaction entre les partenaires aussi. Et donc on s'est dit, il faut y aller, il faut le faire. Beaucoup d'innovations, déjà on reste sur l'interaction des partenaires, c'est-à-dire Ricochet, la crèche, la Providence qui est déjà présente, le RAM aussi, ça s'appelle un relais d'assistance maternelle, qui est très important pour notre territoire, et l'agence postale. Voilà, il y aura un genre de multi-accueil, d'interaction, de projets, de rencontres, d'innovation. Il y a aussi surtout voilà, une grosse dimension environnementale qui est portée par ce projet avec des normes HQE, voilà, une conception du bâtiment centrée sur l'avenir de l'écologie et pour le bien de tous. En fait. Sur l'intérêt, certes on a une envie, mais c'est aussi l'intérêt de tous, des enfants, du public de Ricochet, des gens accueillis par le RAM et l'agence postale. L'intérêt il est là aussi, c'est que ça nous a permis de construire notre crèche, mais de le construire de façon totalement innovante avec des matériaux, c'est du béton de chanvre, c'est des choses qui nous permettent d'avoir des retours sur leur environnement importants. On a travaillé sur l'acoustique, même sur les flux d'air, sur la façon de produire l'énergie. Voilà, il y a une partie aussi conception très écolo, très tournée vers l'environnement, mais aussi une conception durable. C'est-à-dire que tourner vers l'utilisateur et dans les conceptions des projets sociaux, même de Ricochet, c'est vraiment un super exemple, c'est vraiment tourner aussi vers les utilisateurs. Rien que par rapport à l'emplacement. Je ne sais pas si tu vois bien le secteur, la crèche La Providence, l'association était un peu plus excentrée, mais c'était un très bon endroit aussi. Donc là on le recentre un peu, on l'intègre plus au niveau urbain, on l'intègre à un parc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui s'y promènent et ça permet de faire du lien. Il y a une résidence autonomie aussi juste à côté. Donc le côté intergénérationnel est vraiment intéressant. C'est très rare un territoire où on mêle une crèche, une résidence autonomie, un multi-accueil, enfin une crèche et une association Ricochet qui aussi fait de l'intergé son cheval de bataille, je dirais. Donc vraiment c'est une innovation et c'est vraiment l'intérêt pour le territoire. La cohésion en fait, que tout le monde puisse se parler et vivre ensemble. Une interconnexion avec tout le Bouscat, avec des chemins de doux. C'est vrai que ça, dans la démarche aussi durable, le relief à une voie verte, tout se construit de façon optimale et du coup il y a un lien entre toutes ces idées, il y a un fil conducteur. Voilà, c'est aussi pour ça, c'est une chance aussi d'avoir la voie verte à côté. Normalement, la date d'ouverture ce serait mars 2021. Voilà, on essaye d'avoir un contact régulier avec les entreprises. Il y a des contraintes techniques et des contraintes de livraison, mais des matériaux, qui sont aussi eux contraints par les livraisons de matériaux. Mais voilà, on essaie d'avoir, Damien en fait partie des commissions régulières avec les architectes pour vraiment faire avancer le projet et le tenir les délais. Donc, mars 2021. Il y a un projet social de crèche qui est en fait il y a un nom qui s'appelle l'écolo crèche. Voilà, nous allons obtenir et viser le label écolo crèche qui est lié à une démarche forcément d'utiliser nos produits biosourcés dans l'alimentation, mais aussi dans les rapports humains durables. C'est-à-dire que les parents seront intégrés totalement à la gouvernance, ils seront impliqués dans les décisions. C'est aussi très très novateur. Voilà. On a envie d'écouter tout le monde et de partager un peu éducation, comme tu appelles un peu éducation. Voilà. Au fait, il va y avoir beaucoup de plantations d'arbres, une haie paysagère qui arrive là-bas. Là, il y en aura d'autres. Il y a vraiment beaucoup d'essence, il y a un travail de recherche, de variété aussi dans les arbres. On va vraiment faire un magnifique parc. Vraiment, in fine, le projet sera super. On va faire du lien dans tout le quartier, la résidence autonomie, et voilà, les personnes âgées, les seniors qui se baladent pourront interagir avec le centre social, les jeunes. Je trouve ça, c'est le vivre ensemble qui est vraiment prépondérant dans notre volonté municipale. Nous vous remercions d'avoir regardé ce reportage qui a été réalisé par les jeunes du stage Engage-toi.